Donc je vais vous présenter en fait non pas un modèle, mais plutôt une actualité un petit peu de ce que l'on utilise en chirurgie orthopédique en termes d'innovation technologique et qui introduit également en fait l'intelligence artificielle. Alors après, moi je suis chirurgien, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas sociologue ou je ne suis pas spécialiste HAS, donc vous me pardonnerez en fait peut-être le côté assez grossier de ma présentation pour les spécialistes que vous êtes chacun dans vos domaines. Et en fait, c'est surtout que l'intelligence artificielle et les innovations technologiques, c'est que ça m'intéresse. Et ça m'intéresse dans mon activité pratique pour l'implication que ça peut avoir au bloc opératoire, pour nos patients et puis pour nos équipes. Et puis également, ça m'intéresse sur le plan intellectuel parce que sur le plan de ma recherche, sur mon côté universitaire qui prend le dessus. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous m'entendez peut-être plus. Alors, je vais commencer avec quelques prérequis en fait. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que j'espère que ce n'est pas des redites par rapport à ce qui a été dit ce matin. C'est que l'intelligence artificielle, c'est la quatrième révolution en fait. Que l'on connaît, quatrième révolution industrielle que l'on connaît dans notre société moderne. Et les deux premières étaient autour de l'énergie avec l'électricité et la vapeur. Et puis la troisième, c'était un peu plus proche de nous, c'était l'informatique et tout ce qui est apport en rapport avec la technologie, les technologies informatiques. Et cette quatrième révolution sur le big data et la gestion des données avec intelligence artificielle s'appuie bien sûr sur l'information et la technologie et sur l'informatique. Et ça s'appuie également sur une nécessité d'énergie électrique. On en entend quand même pas mal parler en ce moment et ça serait très probablement un sujet encore de plus en plus fort dans les années à venir. Et cette quatrième révolution, elle est en fait avec l'intelligence artificielle, on peut retrouver, on va dire, plusieurs définitions. Et j'en ai retenu 3 qui me semblent assez intéressantes. La première, c'est que l'intelligence artificielle désigne l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence. La deuxième, c'est tout ce qui englobe les dispositifs imitant ou remplaçant l'homme dans certaines mises en œuvre de ses fonctions cognitives. Et la troisième, ça englobe les programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elle demande des processus mentaux de haut niveau. Et donc là, ce que j'ai mis en bleu, ce que j'ai surligné en bleu sur ces 3 définitions, ça revêt en fait une certaine dimension et un questionnement éthique, car on comprend déjà dans ces définitions que la machine a envie de copier l'homme, de simuler, d'imiter l'homme, voire même de le remplacer. Donc ça pose la question peut-être de l'extinction de l'homme, entre guillemets, et ça peut faire un petit peu peur sur le côté éthique. Et c'est un petit peu pernicieux parce qu'on parle simplement de fonction cognitive. Et la fonction cognitive, c'est difficilement palpable, c'est difficilement mesurable. Et donc, on ne voit pas forcément les choses s'immiscer, s'introduire et prendre la place. Et en plus de ça, ça remet un petit peu en question la qualité ou la capacité de l'homme à avoir des raisonnements. Quand on lit pour l'instant accompli de façon plus satisfaisante par des êtres humains, ça remet en question l'homme en disant probablement que on est obligé de faire mieux que l'homme. Enfin, ça va forcément faire mieux que l'homme parce que pour l'instant, il y arrive, mais ça ne va pas durer longtemps. Alors, il y a différents niveaux d'intelligence artificielle et donc différents niveaux, on va dire, pas d'intelligence, mais d'apprentissage. Le premier niveau, c'est le niveau du machine learning supervisé, où il va y avoir en fait des algorithmes qui vont fonctionner pour essayer de faire correspondre des données d'entrée à des catégories de sortie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà établies par l'homme, des groupes, des catégories de choses dans différents domaines. Et on va essayer de faire rentrer des nouvelles données et les associer avec un apprentissage à ces données de sortie déjà existantes, prédéfinies par l'homme. Le deuxième niveau, c'est le machine learning non supervisé, où là, il va y avoir en fait des catégories de sortie qui ont été faites par les machines et non plus par l'homme. Donc on perd déjà un tout petit peu de contrôle par rapport au premier machine learning supervisé. Le troisième niveau, c'est le deep learning, où sur les données que l'on va avoir, on va
dans un algorithme, on va leur donner une échelle, un degré d'importance. Et on va donc représenter les données en ajustant les poids sur un réseau de neurones en couche. Donc ça veut dire qu'on va on va déjà les qualifier et leur donner une qualité. Et c'est déjà encore un petit peu plus loin par rapport au niveau précédent d'apprentissage. Et on va dire que le dernier apprentissage, c'est le renforcement, l'apprentissage par renforcement, on va dire, qui identifie les actions produisant la probabilité la plus élevée. Donc là, il y a une idée de performance, en fait, dans cet apprentissage. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une autonomisation progressive, en fait, de la machine selon les différents strates et les différentes couches d'apprentissage, dans le but probablement, encore une fois, de remplacer l'homme et voire de l'éteindre. Et il y a une culture du résultat de la performance qui peut être un petit peu dérangeante. Et donc ça peut faire un questionnement éthique important dans nos pratiques. Alors, cette révolution industrielle, on l'a en chirurgie, et je l'ai dans mon activité de chirurgien orthopédiste. Et vous voyez, en fait, on passait par 3 phases en chirurgie en général et en orthopédie, c'est comme ça. Avec la phase, c'est le tableau de Rembrandt sur la leçon d'anatomie, où on regarde en fait le professeur qui fait sa dissection, et il y a une transmission du savoir très pragmatique, très pratique, et qui est d'expérience de terrain. Le deuxième niveau, c'est la situation actuelle, c'est le présent, c'est PubMed. C'est-à-dire que cet apprentissage pragmatique de transmission one-to-one, eh ben, il va falloir, en fait, on a essayé de le rendre plus scientifique, et c'est l'evidence-based medicine, où on a essayé d'avoir une démarche scientifique pour expliquer les pratiques et pour expliquer donc la transmission de ce savoir, le justifier. Et là, on est dedans, mais on flirte déjà avec le 3e niveau, où vous voyez que là, il y a des petites bulles partout, avec un chirurgien qui est harcelé par des graphiques, de la technologie. On va aller sur des données patients personnalisées, on va aller sur des connaissances patients, connaissances techniques qui vont être encore plus importantes, et on est dans le surgical data science. Et quand on regarde en fait sur Google ou sur PubMed et qu'on fait une recherche très rapide en tapant intelligence artificielle et orthopédique, chirurgie orthopédique, vous voyez qu'on est entre 4 et 6 millions de références sur Google, et on est entre 1000 et 2000, ne serait-ce que sur intelligence artificielle ou machine learning. Voilà, donc c'est quand même quelque chose qui est en train de prendre une ampleur considérable dans nos activités, et ça fait maintenant partie même de sujets de congrès. La semaine dernière, j'étais à un congrès spécialisé sur la chirurgie de l'épaule, où ça a été toute une matinée sur ce qu'on pouvait faire en intelligence artificielle pour la chirurgie de l'épaule. Et alors, ce qui est important, c'est que ce qu'il va y avoir, c'est que c'est le traitement surgical data science. On voit que les données, en fait, elles existent depuis le début, mais au fur et à mesure, elles vont se complexifier. On partait d'un simple tableur Excel de données patients ou d'une donnée d'imagerie de base, radiographique ou scanographique, et au fur et à mesure, on est dans des données qui sont enregistrées au bloc opératoire, des données qui sont données par des robots, et il y a des données également qui sont après sur le patient avec des prothèses connectées. Donc on est dans une complexité de l'évolution des données, et on peut se poser la question si c'est acceptable ou pas. Il y a un véritable questionnement éthique, jusqu'où peut-on aller également pour cette évolution. Et la deuxième chose, je suis désolé, c'est qu'il y a eu une erreur de pagination, mais enfin de mise en forme, c'est l'échelle des données. L'échelle des données, on était à une échelle en fait individuelle, où on faisait un petit peu de l'expérience, où on se transmettait. Moi, j'ai un patient je lui ai fait ça, ça va comme ça. Et en fait, on a, grâce à l'evidence-based, compris qu'il fallait fonctionner sur de la population, enfin sur des groupes de malades, des groupes de patients. Mais avec l'intelligence artificielle, c'est décuplé. Et on décuple sur des patients, mais on décuple également sur des modèles numériques. Donc, qui ne sont plus des patients, ce sont des choses inspirées des patients. Et donc, on change complètement d'échelle de données, avec une donnée individuelle qui devient collective, une donnée collective qui devient collective humaine, mais qui devient également collective numérique. Et ça peut également poser un questionnement éthique. Alors, je vais vous montrer quelques applications pratiques de l'IA en orthopédie, et avec dans les trois, on va dire les 3 steps du parcours patient, le préopératoire, le péropératoire, c'est-à-dire pendant la chirurgie, et le post-opératoire.
Alors le préopératoire, ça commence déjà par l'aide au diagnostic. Moi, je suis donc orthopédiste et je suis traumatologue. Donc les fractures, c'est un sujet que je côtoie tous les jours. Et aux urgences, il faut savoir faire le diagnostic et ne pas passer à côté des fractures, notamment quand il y a des jeunes internes qui arrivent sur les stages aux urgences, les gardes aux urgences qui sont tout seuls, il n'y a pas de seniors. Donc certaines sociétés, et notamment cette société Glimmer, qui est une start-up parisienne créée par des radiologues, ont lancé en fait un logiciel de détection des fractures sur de l'imagerie 2D. Et tout ça, c'est très bien. Il y a le côté formation et le côté aide aux chirurgiens, aux praticiens, mais il y a également en fait une vision de diminution des plaintes et diminution des coûts, en plus de l'intérêt de fiabiliser le diagnostic ou de la prise en charge du patient. Donc vous voyez qu'il y a différents objectifs quand même à chaque fois quand il y a une intelligence artificielle qui est mise en place. Le deuxième en fait deuxième exemple que j'utilise moi en pratique quotidienne, c'est l'aide à la décision pour la planification préopératoire. Quand j'ai un patient qui se présente, je lui fais faire des examens et il faut que je lui propose une solution de traitement, une intervention. Et cette intervention, elle est différente en fonction de certains critères. Et quelquefois, j'ai du mal à trancher. Et là, c'est un logiciel de planification pour les prothèses d'épaule où je rentre en fait une information âge, sexe du patient, également diagnostic, et avec des différentes mesures à partir de scanners, des mesures d'angulation, etc., des mesures spécialisées, on va dire spécifiques, pardon. Il va y avoir en fait une proposition de l'implant que je vais donner, que je peux proposer à mon patient. Alors, libre à moi de suivre en fait cette aide à la décision et la technique qui m'est proposée. Mais quand il y a 70% de probabilité que ça soit le bon implant parce que ça m'a été proposé par 150 experts mondiaux qui ont été sollicités pour créer cette intelligence artificielle, et moi je suis le petit chirurgien de Tours, j'ai envie de faire confiance aux experts internationaux. Et ensuite, donc, une fois que j'ai cliqué sur cette proposition des experts internationaux, j'ai la possibilité également de choisir le détail même de ma prothèse, la taille de ma prothèse, la couleur de ma prothèse, etc. Et on rentre donc en fait dans un auto-planning, un planning automatique géré par une intelligence artificielle. Encore une fois, libre à moi de m'y coller, de le suivre. Mais on est donc, et tout ça, ça a été fait sur une base de données de plusieurs milliers de cas de patients. Donc on est sur de l'imagerie 3D, avec des populations qui sont très importantes et qu'on va utiliser pour appliquer à notre propre patient. Et on va un petit peu plus loin, c'est qu'en plus de ça, dans mon aide à la décision, je vais avoir une prédiction. Ce logiciel en question là va pouvoir me donner un petit peu le résultat fonctionnel de mon patient. Donc je lui mets la prothèse de telle façon, parce que elle m'a été proposée, je la positionne sur mon scanner 3D, et je vais faire bouger mon épaule avec la prothèse que j'ai sélectionnée et positionnée, et je vais avoir un résultat fonctionnel. Le patient va être capable de lever le bras comme cela, ou pouvoir mettre la main dans le dos ou pas. Donc ça a également été créé grâce à l'enregistrement de patients, l'enregistrement de données, et également des enregistrements vidéo sur différents modèles cadavériques qui ont ensuite été modélisés en informatique. Et on arrive à avoir des logiciels de mouvement prédictifs avec une justesse qui est toute relative, et parce que c'est un modèle qui est débutant, il manque encore énormément d'informations, on en a conscience, mais ça, il faut savoir l'expliquer aussi aux utilisateurs, mais il faut donc être prudent. Mais voilà ce qu'on peut faire: aide à la décision, aide à la planification, aide à la prédiction. Et vous voyez là, c'est exactement en fait le type de comment ça peut se construire. On a des caméras en fait avec des capteurs optoélectroniques sur une épaule cadavérique. On va faire bouger cette épaule. On va implémenter toutes ces informations dans un modèle statistique musculaire humain. C'est ce qu'on appelle le Newcastle Shoulder Model, où toutes les petites lignes rouges, ce sont les muscles. Et on va pouvoir faire tourner ce logiciel pour avoir des informations de mouvement. Et on va les intégrer ensuite dans un logiciel que l'on aura dans un appareil photo type smartphone pour pouvoir faire un enregistrement des données patients. Là, c'est un patient réel, excusez-moi, que je vais faire, que je sollicite dans son examen, lors de l'examen clinique. Et j'enregistre en fait avec une mesure automatique des amplitudes articulaires, donc du résultat fonctionnel, grâce à toutes les intelligences qui ont été associées pour aboutir en fait à cette solution finale. Donc vous voyez, on est quand même en plein dedans, et ça va devenir notre quotidien. Et ça l'est déjà en grande partie en ce qui me concerne.
Alors ça, c'était un exemple prothèse avec de la planification, mais il y a aussi de l'aide à la décision opératoire où pendant l'opération, j'ai besoin de... Et là, on fait ce petit travail en fait avec Polytech Tours et l'EULIFAT et Thierry Brouard, que je remercie sincèrement de son soutien. En fait, pendant l'intervention, ça, c'est des chirurgies par caméra. On met une caméra dans l'épaule et on voit les dégâts qu'il y a. Et ces dégâts, il va falloir les diagnostiquer et savoir qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il faut réparer de telle façon ou non? Et donc, on a développé on est en train de réfléchir à base de données vidéo qui ont toutes été interprétées et pour lesquelles on a toutes les informations patients préopératoires, péropératoires, post-opératoires avec un suivi jusqu'à 2 ans. On va intégrer tout ça dans une machine et la grosse colonne là, que vous voyez avec un écran vidéo, ça c'est une colonne d'arthroscopie, c'est-à-dire que c'est la caméra que j'utilise pendant l'intervention. Et on peut envisager d'avoir un logiciel embarqué dans cette colonne, ce logiciel qu'on aura créé avec nos données patients et pour lequel on aura créé un algorithme d'intelligence artificielle. À partir de 300 patients, on peut faire tourner la machine et extrapoler et créer en fait 2000, 4000, 5000 configurations qui ensuite nous pourrons utiliser pendant l'intervention en rentrant les coordonnées du patient, les caractéristiques patients en cours d'intervention. Et l'intelligence va me dire, tiens, ça correspond à ce groupe peut-être de patients qui a été traité, qui avait les mêmes caractéristiques, donc il faut que vous fassiez ça. Et ça, c'est important parce que la chirurgie arthroscopique, par exemple, c'est quelque chose qui est très difficile en apprentissage, en prise de décision, en analyse. Et pour les jeunes, ça peut être très utile. Alors ensuite, en péropératoire, l'intelligence artificielle, il y en a également dans une autre application, c'est le casque de réalité augmentée. Ça, c'est une chirurgie que j'avais faite il y a maintenant 2 ans. On travaille dessus. Il va y avoir encore une solution qui va sortir à la fin de l'année, qui est en cours de marquage CE et FDA, où on utilise ce casque avec des informations holographiques qu'on va superposer sur le squelette du patient et la voie d'abord, ou le patient en train d'être opéré. Et on va avoir des informations de guidage. Et tout ça, c'est des informations de profondeur qui ont été, entre autres, et qui reposent sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Il peut y avoir également des instrumentations spécifiques patients, où on arrive en fait maintenant à avoir non plus un spectre de prothèses de taille XL, L, M et S. On va avoir des prothèses qui sont en fait sur mesure pour le petit d'1,50 m et le grand de 2,20 m. Grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'entrée de données patients, de caractéristiques morphologiques, c'est comme pour vos pantalons, hein, on a constaté que les Français, ça prenait une taille de plus par rapport à il y a 10 ans, tout ça, ça a été rentré grâce à tes données, puis il y a des choses qu'on tournait en fait pour pouvoir le prédire et pour pouvoir dire est-ce que ça vaut le coup ensuite d'aller dans cette voie pour fabriquer des jeans et gagner de l'argent, par exemple. Et puis la dernière step pour l'assistance péropératoire, c'est l'assistance robotique, où il va y avoir des robots qui vont guider la main, qui vont guider, du moins que le chirurgien va utiliser un instrument dans sa main avec un bras articulé. Et le chirurgien, quand il va râper un petit peu trop fort, il va y avoir un frein, un retour haptique qui va stopper la main du chirurgien pour lui éviter de faire une fracture ou lui éviter de faire un geste malheureux. Et ça fonctionne en fait avec de l'intelligence artificielle également. Tous ces retours de pression, tout ça a été étudié bien sûr à différents niveaux, cadavres, informatique, etc. Enfin, le bloc opératoire, conscient de la situation, c'est pour vous dire jusqu'où ça va quand même, c'est que dans un bloc opératoire, et ça c'est l'équipe de Pierre Janin à Rennes, du laboratoire Médicis, qui travaille en fait sur l'analyse des mouvements des équipes soignantes dans les blocs opératoires et qui voit en fait si dans la chaîne il y a des mouvements qui sont entre guillemets parasites ou des mouvements qui sont utiles. Est-ce qu'il y a des gestes techniques, c'est comme ça, qui sont validés et qu'il faut les apprendre et les enseigner à différentes personnes. Donc on est le bloc opératoire conscient de la situation parce qu'on peut avoir des enregistrements partout avec plein de capteurs qui seront une manne de données considérable. Après, il faut les traiter et là, c'est la grande difficulté. Il y a de l'expertise, etc. Mais on en est là, en fait. Enfin, il y a le post-opératoire, comme je vous disais. On arrive sur le 3e maillon du circuit patient, où là c'est un appel à projet que notre service et le réseau Hugo a remporté sur les bases de données post-opératoires. Il est possible en fait de mutualiser les bases de données sur les comptes rendus opératoires ou les bases de données patients, les résultats, et par du traitement de langage
et de différents comptes rendus qu'on uniformise, on arrive à avoir en fait des conduites à tenir qui sont homogénéisées et uniformisées pour certains patients. C'est grâce à cette intelligence artificielle. Alors, une chose qui est à part et qui n'est pas vraiment dans la chaîne de soins, c'est l'enseignement. Et je crois que j'ai envie de dire que c'est presque pas le plus important, mais en tant qu'universitaire, c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant dans nos activités. Et vous voyez qu'à gauche, c'est le gold standard, c'était le laboratoire cadavérique, où on allait au labo d'Anat et on faisait des dissections et puis on posait des prothèses ou des temps opératoires. Il se trouve que c'est de plus en plus compliqué d'y accéder. Et donc, il y a des simulateurs qui ont été créés, des maquettes, et il y a des simulateurs également d'arthroscopie, des simulateurs chirurgicaux et des simulateurs en réalité virtuelle. Et c'est ce qui va être de plus en plus utilisé pour l'enseignement. On commence à s'y mettre un petit peu dans le service et puis sur Hugo-Ortho, sur le réseau du Grand Ouest. Mais c'est clairement en fait une orientation. Et tout ça, ça fonctionne avec des algorithmes d'intelligence artificielle, parce que pour faire un modèle VR d'arthroscopie, il faut forcément des données initiales et des données de traitement qui ont fait fonctionner, qui ont été construites à partir de l'IA. Alors vous voyez que toutes ces applications pratiques en orthopédie, en fait, il va y avoir des implications éthiques. Et je crois que j'ai, dans ce que je vous disais, prise de décision, aide à la décision, le côté performance, finalement, c'est autant de sujets sensibles. La prédiction, est-ce qu'on a envie de tout savoir, et l'homme versus le robot. Donc, vous voyez que ça va concerner chacun des acteurs de cette chaîne de soins. Le patient, le chirurgien, l'institution, c'est-à-dire l'hôpital dans lequel on travaille, et l'industriel, les industriels. Et donc, il y a des problèmes de responsabilité médicale. Les responsabilités médicales, c'est cet article-là, 1242 du Code civil. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Donc, vous voyez, pour un chirurgien qui a en moyenne un procès par an, le fait d'utiliser des technos qui ne sont pas forcément aboutis, ça peut faire un petit peu peur parce qu'on en est responsable. Et à côté de cela, il y a l'action récursoire des fabricants, c'est-à-dire que le fabricant peut aussi très bien dire « mais moi je l'ai très bien pensé, c'est vous qui l'avez mal utilisé ». Et donc vous avez toute la responsabilité, et ils sont extrêmement forts, les industriels, pour se défausser, parce que c'est des hordes d'avocats et de réglementaires dans des bureaux qui ont tout essoré pour être le moins attaquable possible, le moins mis à mal. Alors peut-être qu'il va y avoir une évolution qui sera sans faute pour le chirurgien quand il y aura des IA apprenantes, c'est-à-dire que c'est les IA qui vont être vraiment autonomes, mais ça c'est encore des supputations. Et alors cette responsabilité médicale, ça fait poser des questions aux chirurgiens, et moi ça m'en fait poser, puis à mes collègues, là, quand on en discutait la semaine dernière, à notre congrès, on disait est-ce que c'est acceptable, tout est acceptable sur l'information qu'on peut avoir, est-ce qu'il faut faire confiance, et qu'est-ce qu'on va donner comme information aux patients si on a une complication, est-ce qu'on va dire aux patients écoutez, je ne peux pas m'être trompé parce que c'est la machine qui m'a dit de faire comme ça, c'est ma planification préopératoire qui m'a dit docteur Berrouet, faites comme ça. Il y a 77% des experts internationaux qui ont dit que c'était ça. Pour l'institution aussi, ça fait poser beaucoup de questions, parce que est-ce que l'institution va vouloir, quand il y a une plainte pour un médecin hospitalier, c'est le système hospitalier, l'hôpital, qui est en première ligne et qui dédommage. Et est-ce que l'hôpital va vouloir se risquer à mettre un robot avec retour haptique dans un bloc opératoire sans avoir toutes les garanties que ce robot est très très fiable? Et puis les industriels, la responsabilité médicale, j'ai envie de dire, ils n'en ont peut-être finalement pas forcément grand-chose à faire, parce que pour eux, c'est une autre utilisation qu'ils voient, ou un autre bénéfice, un autre profit de l'utilisation des solutions d'intelligence artificielle et des innovations technologiques. Et puis il y a la responsabilité sur les données. Je vous ai dit qu'il y avait plein de données qu'on récupérait, qui nous permettaient de faire évoluer nos solutions d'intelligence, nos logiciels, et de progresser. Et donc c'est tout le temps mis à jour. Et alors là, il y a des lois là-dessus, sur la protection des RGPD, le CNIL. Il y a des informations éclairées aux patients. Il y a des choses qui existent pour informer le patient, parce que le patient, il faut aussi qu'il soit d'accord.
et pour qu'on puisse utiliser ces données. Il y a le problème de la qualité et de la sécurité des données. Et il y a la maîtrise de l'exploitation ultérieure des données. Et là, on remet en fait en question l'utilisation. Pour l'industriel, c'est clairement pour eux, c'est des données économiques, comment on peut faire plus de business. Quand il y a un robot qui étudie les mouvements ou qui va ou un logiciel de planification qui propose de mettre tel type de prothèse, il va voir sur 10 000 chirurgiens dans le monde quelle est la prothèse la plus posée. Donc c'est celle qui sera probablement à développer davantage parce que ça sera la plus rentable. En revanche, les autres le seront moins. Donc on va arrêter en fait de les fabriquer. C'est comme ça que ça se passe. Là, il y a l'un des plus gros laboratoires américains arrête de commercialiser un modèle de prothèse tumeur pour les cancers de l'appareil ostéolocomoteur. Pour vous dire. Et puis après, pour l'institution, les données, il faut se méfier. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une déviance de l'institution de vouloir utiliser les données pour voir l'efficience de son personnel, la performance de son personnel? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir 3 infirmières en salle de bloc opératoire? Peut-être qu'avec 2, en plus, il y a le robot, il a coûté 1 million d'euros, donc on ne va peut-être pas payer en plus quelqu'un qui est là pour appuyer sur le bouton on-off du robot. Et là, ça pose également des questions éthiques pour toutes ces innovations technologiques. Enfin, l'enseignement, j'y reviens, c'est que qu'est-ce qu'on va enseigner à nos internes, à nos chirurgiens juniors, comment les évaluer, redéfinition de l'expertise, effectivement ça change la donne beaucoup. Vous voyez à droite, c'est une scène au bloc opératoire où on regarde l'écran d'arthroscopie et on est tous habillés, et avec un chirurgien senior qui montre en fait aux juniors. Puis à gauche, c'est un jeune chirurgien qui est tout seul devant sa console, son simulateur d'arthroscopie, où il n'a pas de retour d'un enseignant, d'un senior. Et lui, il va apprendre en regardant un écran, en essayant une gestuelle, mais il n'aura pas de correction forcément. Alors bien sûr, on travaille là-dessus, sur comment essayer d'améliorer les logiciels d'enseignement et toutes ces solutions d'intelligence ou d'innovation technologique au sens large du terme pour l'enseignement. Mais il faut changer les métriques. Quand au bloc opératoire, on va dire au chirurgien, tiens, ton bistouri, tu ne le tiens pas comme ça, ou il ne faut pas que tu insistes comme ça, il ne faut pas que tu mettes l'implant comme ça, on passe plutôt par là. Là, sur des simulateurs comme ça, les métriques ne sont pas les mêmes. Ça va être, et les métriques, là, c'est sur l'efficience. C'est la distance parcourue avec l'objet. Une caméra en arthroscopie, on tient une caméra et un objet, une pince. On va analyser la distance parcourue par la caméra pour visualiser la pince. Au bout de 10 secondes, c'est trop lent, tu as une mauvaise note. Ça veut dire que tu n'es pas assez rapide. Donc c'est ça les métriques de ce type de simulateur. Donc qu'est-ce qui est acceptable pour les internes, les jeunes en formation, et qu'est-ce qui est acceptable aussi pour les enseignants? Est-ce qu'on a envie en fait de dire là tu passes en niveau supérieur, tu as rempli ce critère de précision et de manipulation de caméra? Et on en est même en fait avec des caméras extérieures à évaluer un petit peu la gestuelle pour essayer de comprendre quel est le geste expert et quel est le geste en fait débutant et comment on peut essayer de donner des informations aux débutants par rapport au modèle expert. Donc je vais terminer, je suis un petit peu long, excusez-moi. En fait, vous voyez qu'il y a beaucoup d'applications en chirurgie orthopédique, mais en chirurgie en général et en médecine. Mais je crois que la spécificité de la chirurgie, c'est que les innovations technologiques, et notamment l'IA en rapport, elle va au-delà du cognitif. On est dans la technique également sur la chirurgie. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour un chirurgien, d'avoir quelqu'un qui nous dit tout ce qu'il faut faire ou un robot qui nous dit comment il faut faire sans arrêt, c'est peut-être pas le plus enthousiasmant parce qu'on a besoin d'avoir ce côté manuel et un peu pratique et pas trop guidé, même si ça conforte quand même le chirurgien d'avoir de l'aide. Il faut avoir en tête que dans ce milieu qui est un gros business, la chirurgie en général, parce qu'il y a beaucoup de laboratoires, beaucoup de matériel, plus que dans d'autres domaines de la médecine, donc les intérêts sont divergents. Ils sont différents et ils sont probablement divergents, ça dépend des acteurs concernés. Beaucoup de questions, peu de réponses au jour d'aujourd'hui. Mais l'important, je pense que déjà, c'est de se poser des questions et c'est ce qu'on essaie de se faire comme objectif, se poser comme objectif avec mes collègues, c'est toujours de se dire est-ce que ça ne va pas trop loin? Oui, on a un peu l'impression d'aller trop loin, mais c'est quand même assez stimulant sur le plan intellectuel.
Et là, c'est 2 phrases que j'avais tirées, je ne sais plus d'où, mais que je trouvais pas mal. C'est qu'en gros, l'homme, même en pensant bien faire, reste notre plus grand danger. Donc c'est à nous de contrôler les choses, et les chirurgiens sont bien placés pour le dire. Et les algorithmes ne sont pas neutres, ils reflètent l'orientation choisie par ceux qui les ont conçus. Les biais sont engendrés par ces choix. Et je crois que moi, dans mon domaine, je suis pas mal sollicité par des industriels, et donc c'est très stimulant. Mais c'est aussi de la responsabilité, de notre responsabilité d'expert quand on est sollicité pour dire non, là, c'est pas bon, là, c'est pas la bonne option ou c'est pas la bonne orientation. Parce que sinon, effectivement, ça peut aller très très vite dans le grand n'importe quoi, excusez-moi du terme, mais les grandes dérives. Et il faut à tout prix éviter ça, je pense. Mais, donc il y a du travail, il faut être vigilant. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Vous dormez après le repas. Bonjour, non, super intéressant. On a apprécié, on est sur l'Institut de formation des infirmiers et des aides-soignants du CHU de Tours. Et IBOD, et IAD, voilà, on représente plusieurs filières. Sur vos slides, il y a 2 choses qui ont retenu mon attention. La première question, c'est quand vous avez présenté le simulateur d'arthroscopie, oui. Où visiblement l'interne est directement sur le simulateur. Il y avait une grille oui. sur votre slide à droite. Est-ce que ces grilles-là, par exemple, elles sont standardisées? Est-ce qu'elles sont nationales? Est-ce qu'elles sont fac par fac? Ça, c'est ma première question. La deuxième, vous ne l'avez pas détaillé, mais visiblement, il y avait un capteur de fréquence cardiaque. Et là, visiblement, sur la gestion du stress de l'apprenant, là, j'ai 2 référents qui sont sur la chambre implantable et la transfusion sanguine avec des étudiants souvent stressés durant ces pratiques-là infirmières. Et c'est de voir un petit peu quel était l'objectif pédagogique qu'il y avait derrière ce sensor cardiaque. Voilà. Alors, la première question sur ce sont des curriculums en fait, qu'on essaie de faire, d'apprentissage. Et celui qui était de droite, c'est un curriculum qui est actuel et qui est, on va dire, qui est utilisé depuis plusieurs années. C'est des référentiels qu'on a par la Société américaine d'arthroscopie. On essaie d'en faire à l'identique sur la Société française d'arthroscopie. Donc on donne des axes, on va dire, et après, je vous ai montré à côté, c'était des métriques qui sont, là, je parlais de la distance ou du temps mis pour identifier quelque chose. Donc on a cette confrontation de l'ancien monde et du nouveau monde, où l'ancien monde, c'était des choses, il faut que tu fasses cette activité, cette tâche. Voilà, on sait que tu l'as faite, mais dans le nouveau monde, c'est tu l'as fait en combien de temps? Parce que certes, tu l'as faite, mais est-ce que tu l'as bien faite? Donc, c'est à prendre des 2 côtés, parce que ça donne l'objectif, l'ancien monde, mais après, peut-être qu'on l'évaluait mal aussi dans l'ancien monde, et le nouveau monde nous permettant de faire d'autres mesures, peut-être que ça sera aussi plus informatif pour l'apprenant et l'enseignant. Mais voilà, ça, c'est la première chose. Après, le capteur de pression ou les caméras que vous avez pu voir, ça, c'est des choses qui sont étudiées sur le laboratoire Médicis de Rennes avec Pierre Janin, qui effectivement voit la gestion du stress, où il va y avoir un afflux sanguin qui va arriver sur une scène opératoire, et là, on va enregistrer ça. Et croiser avec, admettons, la gestuelle pour dire « Ah là, il ne réagit pas bien, alors on voit qu'il stresse ». Et parce qu'il y a l'accélération cardiaque. Après, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un laboratoire avec lequel je ne travaille pas. Mais voilà. Merci. Moi, j'avais une question, si je peux me permettre. Vous avez évoqué plusieurs fois les sujets éthiques. Je voulais savoir, j'ai cru comprendre que sur la partie opératoire, vous étiez en cours de développement d'une technologie. Et je voulais savoir de quelle façon vous travaillez ces questionnements. Vous avez parlé de discussions avec vos collègues. Jusqu'où vont ces discussions? Jusqu'où vous étendez en fait le champ de questionnement? Et comment vous abordez justement cette problématique que vous semblez souligner à plusieurs reprises, en tout cas que vous avez souligné dans votre présentation à plusieurs reprises? Est-ce qu'elle est formalisée? Elle ne l'est pas totalement, elle ne l'est pas complètement. C'est pour ça que ça m'intéressait de venir aujourd'hui, parce que ces questions éthiques, on se les pose, mais ce sont des discussions de comptoir, pour dire clairement les choses. Et on n'arrive pas encore à les formaliser. Et après, moi, je suis dans un groupe de développement, effectivement, pour une solution X. Et
elle n'est pas abordée dans ce groupe parce que je suis avec des chirurgiens qui sont très pratico-pratiques et voilà, c'est pas leur topic. Et puis il y a aussi un business derrière. Voilà, c'est une vraie, c'est un sujet qui reste entier et qui est, à mon avis, balbutiement. J'en parle là aujourd'hui parce que c'était une thématique sciences humaines et sociales et parce que voilà, moi je me les pose ces questions, mais j'ai pas la réponse. Et puis après, on a des cercles de réflexion depuis toujours dans notre société savante, la SOFCOT, la Société d'orthopédie française, qui est le cercle Nicolas Andry, qui avec des chirurgiens. Notamment un chirurgien de Brest qui est également PhD en philosophie, donc c'est quelque chose qui le travaille, et il y a des réflexions autour de ça. Mais voilà, c'est un peu... je ne peux pas vous donner beaucoup plus d'éléments. On en a conscience, mais ce n'est pas notre quotidien non plus, dans le sens qu'il y a du travail à abattre ailleurs. Il y a d'autres questions ? Je vous laisse poser, je vais être galant, je vais laisser la dame. C'est surtout que tu es trop bavard, je pense. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question. Quelles sont les méthodes que vous adoptez pour sensibiliser vos collègues, le personnel soignant, c'est-à-dire toutes vos équipes par rapport à l'intérêt de l'intelligence artificielle sur les différents axes concernant la santé ? Oui, c'est une question qui est très vaste. Sincèrement, la sensibilisation que l'on a actuellement, c'est déjà pour nous, nos collègues chirurgiens entre nous, et puis pour les jeunes que l'on a en formation, où on leur explique ce qui leur est présenté par les industriels et comment il faut les accueillir, comment être critique. Après, pour ce qui est du personnel paramédical au bloc opératoire, les infirmières avec lesquelles on travaille, pour le moment, on n'est pas du tout dans cette phase en fait, de sensibilisation et d'explication de nos pratiques, parce qu'on reste sur des outils un petit peu traditionnels. Même moi, si j'utilise un casque, là où ça va changer la donne, c'est quand on va avoir des robots qui risquent de prendre une activité opératoire d'une infirmière. Et là, en fait, on n'y est pas parce que qu'à Tours, on n'a pas les moyens d'acheter ce robot-là. Et puis, on n'en a pas encore discuté, même au sein même du service, parce que c'est pas dans nos préoccupations. Mais on a conscience que c'est quelque chose qui est pressant et c'est quelque chose qu'il faudra aborder avec les équipes du bloc opératoire parce que ça va être un gros chamboulement. Mais c'est un chamboulement qui va être dans les pratiques et pour les équipes, mais ça va être un chamboulement aussi, je pense, au sein de l'institution parce que c'est des achats qui vont être où la direction de l'hôpital va être bien sûr mise au courant, et il faudra avoir son accord. Donc il va falloir en fait... je pense que si vous voulez, on est dans une phase où cette innovation technologique, ça va être l'innovation des pratiques. C'est-à-dire qu'il va falloir tout changer. Là, globalement, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dans l'hôpital. Je ne dis pas que ça va mieux fonctionner avec les innovations technologiques, mais c'est peut-être l'occasion de changer ou le mode... Voilà, c'est une réflexion, je pense que c'est vraiment une réflexion globale. Moi, je suis technicien, je vous ai parlé de solutions techniques, mais la réflexion globale, c'est éthique, organisationnelle, financière. C'est des modèles entiers qui vont changer, je pense. Après, peut-être que je ne le verrai pas, mais je ne suis pas sûr. Je pense que ça va se faire sous 10 ou 20 ans. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Je ne suis pas bavard. Monsieur. Moi, je suis bavard, peut-être. Le professeur. C'était juste parce qu'initialement, j'étais censé faire un petit retour. Donc, c'est ce qui va expliquer que j'ai plein de questions. Donc, à la limite, je te les livre et puis tu choisis celle qui te... Question ou remarque. Laquelle je sais répondre. Question. Non, tu sauras répondre à toutes, j'en doute pas. Non, moi, il y a plusieurs points sur lesquels j'avais envie de t'entendre encore plus. D'abord, je me demandais si... finalement, on n'est pas autour d'un paradoxe autour de l'IA, c'est-à-dire que si on la prend sur l'élément de la formation,
On a d'un côté un discours qui consiste à dire qu'on a une IA qui va permettre d'enrichir les savoirs, d'être plus précis, plus efficace, etc. Donc qui s'inscrit dans la formation des jeunes. Donc là, il y avait une première question que je me posais, c'est comment ils la reçoivent, ces jeunes ? Parce qu'on est quand même dans des secteurs où il y a une primauté des métiers, où vous avez une hiérarchie qui est extrêmement instituée. D'une certaine manière, je ne dirais pas que ça évince les seniors, mais ça les repositionne dans le dispositif de formation. J'avais une autre question sur est-ce qu'il y a un effet générationnel sur la réception de l'innovation ? J'en ai encore une autre. Est-ce que finalement il n'y a pas un nouvel acteur qui est un peu perturbant dans votre dispositif de soignant, qui est le concepteur, le programmateur, parce que finalement tu poses une question qui est importante, qui est celle de la neutralité, puis en plus tu as l'avantage du franc-parler, donc tu dis bien qu'eux ont des objectifs légitimes, mais qui sont quand même des objectifs de business. Je tourne ma page. Quelqu'un a noté pour moi là? Je te les reposerai. Non, mais en fait, tu vas pouvoir répondre. Moi, il y a une question quand même que je me pose également par rapport à ce qu'on s'est dit depuis ce matin. C'est quand même celui de la délégation à l'outil, en fait. Et voilà, donc je me posais la question, comment vous le recevez, vous ? D'où ma question sur l'effet générationnel, parce qu'il y a bien quand même une forme de délégation, notamment quand tu dis la main elle peut être bloquée par l'IA. Il y a quand même une expertise technique, etc. Et j'imagine qu'un chirurgien comme toi, de bon sens, va dire finalement, si elle m'aide à éviter l'erreur, c'est très bienvenu, mais en même temps, c'est quand même quelque chose qui est un peu disruptif par rapport à la manière dont on... Et puis... Non, j'en ai encore deux. Il y en avait sur les données produites. Tu as beaucoup parlé des données. Est-ce que l'enjeu, c'est pas de savoir qui les détient? Parce que c'est effectivement pas tout à fait pareil si c'est vous, professionnel, ou bien l'institution qui va poursuivre d'autres objectifs, ou bien le patient qui normalement est titulaire de ces données. Et juste pour terminer, pour moi, il y a quelque chose de paradoxal dans la formalisation. Parce que finalement, à la dernière question qui t'est posée, tu dis il y a un travail à faire autour de la formalisation. On sent bien que derrière, il y a aussi tout un tas d'inquiétudes. Et au même moment, on nous présente des dispositifs qui ne vont faire que formaliser, rationaliser, etc. Donc, je te rejoins assez sur cette histoire de l'entre-deux. Voilà, tu choisis celle que tu veux. Avec un S. Alors, le concepteur que je suis jugé parti. Et c'est vrai que... Est-ce qu'il y a une pression... pour les équipes, quand on est concepteur, pour utiliser un produit en développement, une innovation technologique, il n'y a pas de pression. Et puis, il n'y a pas de pression. Et après, j'ai envie de dire, chacun fonctionne avec soi-même et avec son éthique personnelle. Et en l'occurrence, les projets, moi, en tant que concepteur dans lesquels je vais, c'est des projets auxquels je crois et je n'ai pas... Je ne vois pas un intérêt personnel, j'y vois plus un intérêt collectif et d'équipe et de fonctionnement pour les plus jeunes que je suis amené à former. Ça va avec la question du positionnement des seniors par rapport aux juniors, où les juniors sont effectivement très friands de ces solutions, de ces innovations technologiques, parce que ça simplifie certaines choses, certaines réflexions, et ça simplifie trop. Et nous, en tant que seniors, qui sommes déjà has-been, mais on est là pour leur dire que nous, on est critiques. Moi, je suis à la limite. Moi, j'ai connu les deux mondes, où il fallait apprendre l'anatomie sur les bouquins, passer au labo d'anat, au bloc opératoire, et maintenant, j'opère, quoi. Et puis, maintenant, je vais peut-être utiliser des solutions qui vont m'aider pour repérer des structures anatomiques, etc. Eux sont tout de suite sur l'utilisation de la solution anatomique, de la solution qui va repérer la structure anatomique au bloc opératoire sans être passé par le livre. Et ça, ce passage moyen traditionnel, il est indispensable. Et c'est notre job dans les services de dire il y a une courbe d'apprentissage. Et la courbe d'apprentissage, elle ne commence pas en fait au milieu, là où il y a le casque à prendre. Elle commence tout en bas où il y a le livre à prendre. Et ça, c'est vraiment notre job de garde-fou, en fait, et notre positionnement, parce qu'il faut les freiner, les jeunes, clairement. Enfin, et j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu péjoratif, mais la société va dans la facilité et dans la rapidité.
Et donc, on applique ça également dans la prise en charge des patients et dans le soin médical, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il faut travailler en amont pour faire les acquis, et ensuite, on peut aller plus vite. On trouve les moyens pour aller plus vite, mais il y a des bases en fait à avoir, et ils ont tendance à les occulter. Ensuite, je ne sais plus ce que tu avais dit. Vous avez posé aussi la question sur la délégation, parce que ça modifie un peu aussi votre... Oui. Ben, la délégation, c'est un vrai problème. C'est un problème d'ego en plus, surtout pour les chirurgiens qui sont complètement... on a l'impression d'être Dieu le Père, quoi. Donc, de dire qu'on va se faire remplacer par une machine ou qu'il va y avoir une aide. Clairement, le robot, quand on en parle entre nous, très peu de mes collègues sont réceptifs et sont positifs pour avoir un robot dans leur pratique personnelle. Après, avoir des outils d'aide, oui, mais un robot qui ferait le geste certains disent, mais qu'est-ce qui va nous rester ? Qu'est-ce qui va nous rester ? Et c'est une vraie question. C'est bon ? Oui, bonjour et merci pour cette intervention. Je suis coordinatrice sur les instituts de formation des écoles du CHRU de Tours, et actuellement, vous savez qu'il y a une réingénierie de la formation IBOT qui passe sur 24 mois, avec un programme qu'on est en train de mettre en place pour la rentrée septembre ou octobre. Et c'était un petit peu une suggestion, parce que dans cette nouvelle organisation du dispositif de formation, qui effectivement a une ampleur différente de celui que vous connaissez jusqu'à maintenant, il y a toute une partie recherche. Et c'est vrai qu'avec les formateurs aujourd'hui, on est en train de se poser la question de l'étude. Qu'est-ce qu'on va mettre comme étude recherche ? Donc, je vous en fais part, parce que peut-être que ça peut être quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble avec les équipes. J'entends. Mais ce qui est assez, à défaut de vouloir utiliser les innovations technologiques et les intégrer dans notre pratique quotidienne, moi, je rebondis sur ce que vous dites, madame, c'est que pour moi, c'est un moyen de faire de la recherche, et un nouveau mode de recherche, et d'avoir des nouveaux sujets de recherche. Alors, il y a toujours des spécialités qui évoluent en permanence, etc. Mais nous, on était très matériel, le matériau, et là, en fait, on change complètement, et heureusement, parce que savoir s'il faut mettre une vis en inox ou en carbone ou machin, à titre personnel, moi, ça ne m'intéresse pas, mais... Et donc, je pense que toutes ces nouvelles technologies, c'est vraiment l'occasion de reconsidérer l'enseignement, reconsidérer la recherche. Et la recherche autour de l'enseignement, ce sont des nouveaux outils aussi, quoi. Donc, on essaie de le transformer comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Merci. Juste une question par rapport au prix des robots, parce que je ne sais pas si vous l'avez dit ou je n'ai peut-être pas écouté, mais c'est pas des robots qui coûtent, c'est des robots qui coûtent très cher. Du coup, est-ce que vous n'avez pas peur que ça accélère les hôpitaux à deux vitesses, ceux qui peuvent se permettre d'acheter les robots et ceux qui donc du coup resteront avec les chirurgiens classiques et qui du coup auront moins de patients, ou du coup ça. Je l'avais mis dans une slide. La responsabilité médicale des institutions, c'est l'accès aux soins aussi. Le problème de l'accès aux soins. Et on peut se poser la question, alors, est-ce que le robot fait mieux que l'homme ? Et si c'est oui, celui qui est à Tours avec un robot qui se fait opérer, il a peut-être plus de chances que celui qui est à Nogent-le-Rotrou, qui n'a pas de robot, et puis voilà. Mais oui, c'est sûr que c'est... Alors, le robot, vous disiez, c'est pas très cher, ça coûte 1 million d'euros. Ouais. Ça coûte environ 1 million d'euros. Après, il y a plein de façons de calculer pour voir le retour sur investissement. Et ça, c'est les institutions et les industriels aussi qui savent très bien trouver les failles pour rentrer dedans. Mais oui, ça peut poser le problème de cet accès aux innovations et cet accès à la qualité du soin, si tant est qu'on arrive à prouver que le soin est meilleur avec toutes ces innovations. Pour certaines choses, c'est le cas, pour d'autres, ça ne l'est pas encore, quoi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais à peu près. Très rapidement et pour la bonne bouche, juste une chose, vos collègues, ils sont réticents à l'idée de voir des robots
intervenir dans leur pratique, mais ils construisent des individus qui sont en partie artificiels. Comment vous expliquez le paradoxe ? Alors, mes collègues sont réticents, mais quand vous dites qu'ils construisent... En chirurgie en général et orthopédique en particulier, on met des morceaux d'extérieur dans de l'organique. Ouais. Donc on transforme l'organique en mettant de la technologie, même si c'est de la mécanique en fait. Mais chez les roboticiens, c'est déjà quelque chose qui va vers un robot. C'est une étape 0,1. Oui. Et alors la réticence en même temps à la robotisation de leur pratique, mais pas des corps qui sont en train de, eux, pré-robotiser en quelque sorte. J'anticipe un peu sur un horizon un peu dystopique. Hein. Non, mais je comprends votre question. Après, c'est chaque chose s'entretient, entre guillemets, ou s'auto-entretient, ou c'est quelque chose qui tourne en rond. C'est-à-dire qu'on apporte de la donnée pour... certes, on ne veut pas de robots, mais à la fois, on apporte de la donnée pour créer des innovations, et on pérennise ça, enfin, on entretient ça. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a effectivement une sorte d'incohérence, mais ça, après, c'est l'homme aussi qui a envie toujours d'aller un peu plus loin, et quelquefois, il se dit je suis peut-être allé trop loin, il n'a pas su s'arrêter, mais c'est la stimulation qu'on peut y trouver. Effectivement, on crée des jumeaux numériques qui vont peut-être nous induire en erreur un jour, et puis, mais à la fois, le fait de l'avoir créé, d'avoir réfléchi, on a aussi progressé sur la connaissance même de l'organique, et avant de passer à la robotique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une espèce d'ambivalence, hein, c'est bivalence ou une certaine schizophrénie, je ne sais pas, probablement aussi. Hein,